Chaque année, les prix Diderot de l'initiative culturelle récompensent les projets et les acteurs engagés dans le partage de la culture scientifique, technique et industrielle. Et pour sa 14e édition, l'ANSTI, c'est-à-dire l'Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle, et ses partenaires, et il y en a beaucoup dans la salle, merci d'être venus, ont souhaité organiser, en plus de la remise des prix qui s'est tenue le 24 juin à Annecy, une soirée spéciale destinée à mieux connaître les 3 lauréats de l'édition 2015 des prix Diderot. Voilà, donc merci d'être en si grand nombre pour cette soirée spéciale. Avant de commencer la présentation, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses sur scène, hein. Vous allez avoir une soirée très passionnante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'accueillir et d'applaudir le président de l'ANSTI, Philippe Guillet. S'il vous plaît. Vous avez un micro, hop, on va juste prendre 30 secondes pour parler un petit peu des origines du prix Diderot. Ah, les origines du prix Diderot, ben, ils remontent en fait à la fin des années 90 déjà, lors de la première présidence, et on avait institué une comité, veille initiative échange, je me souviens, et d'ailleurs on parlait de refondation, avec un vice-président qui est par là d'ailleurs, qui s'est impliqué, vice-président Bernard Mette, il est là, Bernard, et on avait parlé déjà de mettre en place ces prix, et ça a été concrétisé effectivement maintenant, au début des années 2000, avec l'idée à chaque fois, c'est de valoriser une personnalité. Au départ, c'était bien une personnalité de la culture scientifique, technique et industrielle, et dont on avait besoin de mettre en valeur par rapport à notre profession. Et puis, on a avancé, on a ouvert à d'autres types de projets, donc des projets de culture scientifique, technique et industrielle. Je continue toujours à bien dérouler la chose. Hein. Donc, des prix organisé par l'ANSTI. Hein. Alors l'ANSTI, l'ANSTI, effectivement, dans la salle, je pense qu'un certain nombre connaissent bien l'ANSTI. Sans doute. Jean Roux, qui était à Rouen, congrès de Rouen, dans les années, fin des années 80, qui disait, bah oui, mais l'ANSTI, ça se prononce en éternon. Voilà, donc, le souhait, l'ANSTI, voilà, merci. Et donc, l'ANSTI porte ses Diderot maintenant depuis 15 ans. Alors au départ, il y avait 4 partenaires. C'était lié à 4 partenaires qui, évidemment, nous aidaient à financer ces prix, parce qu'il y a quand même des trophées. Même si vous ne les verrez pas ce soir, il y a des trophées, il y a des choses à financer. Il y avait 4 partenaires. Il y avait le Musée des Arts et Métiers, voilà. Le Musée des Arts et Métiers. Il y avait également le Muséum National, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et puis on n'a pas eu de chance, c'est que dans les années 2000-2010, il y a eu une fusion des deux, Palais de la Découverte, oui, et finalement on a perdu. Alors peut-être que je me dis, Universion pourrait peut-être prendre en charge 2 fois, pour à la fois le Palais... Je ne sais pas qu'est-ce qu'en pense M. Macquart, on le mettra après. On le mettra après, Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Un mot sur le prochain congrès de l'ANSTI, c'est à Nantes, c'est dans votre ville. Ah, le prochain congrès de l'ANSTI, c'est à Nantes, et je crois qu'il y a beaucoup de Nantais ici. Ouais, en effet, en premier en particulier. Il y a même notre élu de la ville de Nantes, chargé de la culture scientifique technique. Qui est là ? Qui est présent. Et on peut l'applaudir. Gilda Savin, qui est là, qui a fait le déplacement. Je crois que c'est important de le signaler. Ça montre aussi tout l'intérêt de la ville de Nantes porté à cette culture scientifique. C'est vraiment important pour nous, évidemment, d'être soutenus dans nos actions, dans tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on a à faire, notamment, on le verra, avec une équipe quand même plutôt jeune et plutôt dynamique. Eh bien, merci beaucoup. On peut applaudir Philippe Guillet qui peut reprendre sa place dans la salle. Et on va donner tout de suite. Merci beaucoup. La parole à un autre acteur, parce que pour cette 14e édition, bien sûr, qui dit jury, dit président du jury, ou présidenteux, là c'était un président. Le jury était présidé donc par un homme de sciences de renom, physicien, directeur de recherche au CEA et docteur en philosophie des sciences. Mesdames, Messieurs, je vous prie de réserver un tonnerre d'applaudissements à Étienne Klein. Allez-y, prenez place. On va juste parler un tout petit peu de cette expérience de présider un jury comme celui-ci. Vous étiez dans quel état d'esprit au moment de présider ces débats, justement? Qu'est-ce que vous attendiez en particulier des prix Diderot cette année? Bon, c'est pas la première année que je préside ce jury, c'est la 5e fois, je crois. Alors d'abord, ça veut dire qu'on se réunit de 10h du matin à 17h, je crois,
pendant toute la journée, on m'appelle président, et en fait, Ça, c'est chouette. j'adore ça. Et d'ailleurs, ça me donne des femmes, non. Non, mais on ne sait pas. Il y a des journalistes dans la salle? Enfin, c'est très agréable de se faire appeler président, les gens amènent des cafés, enfin, Ouais. on a un petit soin. Bon, pour vous, c'est... Donc, Non, des longues journées de débat. Le souci, c'est qu'il y ait des dossiers qui soient suffisamment nombreux et suffisamment de qualité pour que le choix soit disputé. C'était le cas cette année? Il y avait beaucoup de dossiers cette année, beaucoup plus que l'an dernier. Il faut arriver à des conclusions avant la fin de la réunion. Et donc, il faut tenir le jury, parce que C'est facile de se mettre d'accord, vous étiez combien les dans le jury? discussions sont passionnées. Ouais. Et donc, le rôle du président, c'est de faire en sorte que l'abondance de la mitraille ne soit pas telle qu'on manque d'imprécision dans le tir. D'accord. Du coup, cette année, on a réussi à mettre sur pied une procédure de vote en évitant le paradoxe de Condorcet. Hein. Bien sûr, la relation de Condorcet. La relation de préférence n'est pas transitive et on est arrivé assez rapidement à 3 lauréats très nettement en avance sur les autres. Bon. Et ces 3 lauréats, alors on le redit, hein, il y a 2 prix finalement dans les prix d'Hydro, il y a d'abord le prix d'initiative culturelle et puis le prix d'Hydrocurien. Vous nous situez un petit peu la différence? Et il y en a, le prix d'Hydrocurien récompense une personnalité, un scientifique, un journaliste, un éditeur, une personnalité qui a des responsabilités politiques et qui encourage la diffusion de la culture scientifique et technique. Ça, c'est le prix d'Hydrocurien. Et puis les autres sont des prix plus institutionnels qui récompensent des équipes, des initiatives liées de près ou de loin aux ambitions de l'AMSTI et à son rôle dans la société. Bon, on en sait un petit peu plus maintenant, on va passer à la... Ils sont mis dans le trac, les Nantais. Hein. Ils sont dans le trac, le premier rang. Vous êtes un homme de science, je l'ai dit. Vous êtes aussi un peu un homme de radio, beaucoup même. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces chroniques que vous faites sur France Culture? Ça fait combien de temps que vous faites ça? Bah, j'ai arrêté depuis 1 an et demi, ouais. Si ça ne s'entend pas, c'est mauvais signe. Non, j'ai fait ça pendant 2 ans, donc ça fait 80 chroniques. C'était jeudi matin à 7h17. Donc, France Culture, 6 minutes. Donc c'était quand même assez stressant. C'est un gros travail d'écriture. Ouais, en fait. En amont. Ouais. En plus, c'est pas comme une conférence où on est assez tranquille, là c'est dans un studio. Il y a les journalistes qui rentrent, il peut y avoir de la tension. Il peut y avoir des marques d'impatience de l'animateur qui trouve que c'est trop long. Il faut résister à tout ça, et c'est pas évident. Bon. Surtout qu'en général, on s'est levé évidemment très tôt, mais on s'est aussi couché très tard pour écrire. Et donc au bout de 2 ans, j'étais un peu fatigué. Content d'arrêter. En tout cas, à la radio, il y a des choses qui passent en termes de communication scientifique, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, cette année, le premier prix de l'initiative culturelle des prix d'Hydro a été remis, mesdames, messieurs, à des jeunes Nantais, Nantaises, devrais-je dire, passionnés de sciences donc, et de radio. Mesdames, messieurs, je vous prie d'applaudir très fort, restez avec nous, Étienne, l'équipe du Labo des Savoirs. Ils sont nombreux, donc c'est à les applaudir. Avec Guillaume Messière. Guillaume, tu peux t'installer. Moi, je vais rester debout pendant que les... Alors, vous êtes 38, hein, c'est ça, je crois. Le Labo des Savoirs, un petit mot pendant que ton équipe s'installe. Tu peux rester debout, c'est ça? Oui, je les laisse s'installer. D'accord, allez-y, allez-y. Le Labo des Savoirs, c'est, si tu peux nous... regarde la salle, je t'en prie. Si tu peux nous resituer un petit peu. Création de l'émission quand? En 2009. En 2009, dans le cadre de Radio Prune, qui est une radio nantaise étudiante, c'est ça? Ouais. Mais maintenant, vous émettez sur 22 radios. Depuis vendredi, avec Montréal. Avec Londres aussi. Et Londres. Avec la Belgique. Namur. Avec Namur. Oui. Bon, bah écoute, tu vas nous montrer, plutôt que nous expliquer ce soir avec ton équipe, ce que c'est qu'une émission du Labo des Savoirs. Donc je vous laisse. Alors c'est une partie de l'équipe. C'est une partie de l'équipe. On est 27, donc voilà, on est venu une bonne délégation quand même, on est 11 ce soir. D'abord, ça doit sans dire, mais ça ira mieux en disant, on est très content d'être là, très honoré de recevoir ce prix. Alors on nous a demandé de montrer ce qu'on savait faire. Alors nous on fait la radio, on fait pas que la radio, ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc on a essayé de théâtraliser la radio, ce qui n'est pas si compliqué, parce que la radio c'est quand même beaucoup du théâtre, mais là on va essayer de faire quelque chose qui ressemble au air guitar. Je ne sais pas si vous voyez un peu le principe de la musique sans instrument. On va essayer de faire de la radio, pas sans micro hélas, mais bon, pour le reste, ça sera une fausse régie, ce sera des jingles minés, et une émission avec Étienne Klein, qu'on est très content de recevoir à nouveau, parce qu'on l'a reçu 2 fois à l'occasion des rencontres Jules Verne maintenant. Ah, c'était vous? C'était lui. Mesdames, messieurs, le Labo des Savoirs. C'est parti, on est déjà à l'antenne, donc je laisse mes camarades animateurs vous présenter leur émission. L'émission a commencé.
Oui, donc c'est exactement cela, c'est exactement ce que je disais, et on peut dire qu'avec tout ça, il y a de quoi grimper au Diderot. Merci, merci beaucoup Chloé pour cette chronique ô combien édifiante sur la place qu'a joué Diderot dans la naissance du volet à coulisses. Alors Étienne Klein, vous souhaitez peut-être réagir? En fait, si tu pouvais éviter de réagir, ça m'arrangerait. Alors, pour vous, est-ce que Denis Diderot était la bonne personne à placer au-dessus des prix de l'Amnesty comme personnage historique dans le monde de la science? Est-ce que vous pensez que c'était la personne idéale à choisir avec le recul? En tout cas, quand on m'a proposé le prix, j'ai pas trop pensé à ça. J'ai trouvé que Diderot, si c'était quand même une appellation bien contrôlée en l'occurrence. Diderot, c'est quand même l'esprit des Lumières. L'esprit des Lumières, évidemment, il a aussi sa part d'ombre, on le sait. Mais je trouve que aujourd'hui, alors qu'on assiste à une sorte de compétition entre les connaissances et les croyances, mettre Diderot en avant me paraît, oui, une très bonne idée. Alors, Étienne Klein, on peut dire qu'aujourd'hui, tous les modes de transmission sont mis à profit pour nous parler de la science et des chercheurs. On connaissait déjà les médias classiques avec les journaux, la radio, et puis on voit naître de plus en plus de projets via Internet, comme les blogs scientifiques et les vidéos de vulgarisation. On pourra même rajouter ce soir les concerts scientifiques. Est-ce que vous diriez que la culture scientifique se porte bien? En tout cas, elle se porte bien si on compte les initiatives, les projets, l'offre. Il n'y a jamais autant de choses à disposition de ceux qui veulent s'informer en matière de science. La question, c'est est-ce que la transmission est bonne? C'est-à-dire, si on regarde le résultat, si on le mesure, je ne sais pas si c'est fait, je ne sais pas si ça peut se faire, est-ce que ça fonctionnerait bien, vraiment bien? Et moi, je pense que tout ça, c'est évidemment des moyens supplémentaires qui doivent apporter des résultats supplémentaires à ceux qu'on avait avant. Mais je serais triste si on supprimait le cours, par exemple. Si on supprimait le tableau noir, si on supprimait le corps à corps. Moi, j'ai l'impression que la vraie transmission, elle se fait dans une sorte de corps à corps entre quelqu'un qui est au tableau et quelqu'un qui n'est pas loin, qui peut poser des questions avec un rythme qui est adapté. Les MOOC dont vous auriez pu parler, ça, c'est très très bien, mais je ne sais pas si ça remplit si ça a la même efficacité de transmission que les anciennes méthodes. Maxime va faire poser une dernière question, puis on met la pause après. Alors, le Labo des Savoirs est en train de concevoir une machine spatio-temporelle. Vous pourrez aller n'importe où dans le temps, dans l'espace, et à n'importe quelle échelle grâce à cette machine. On vous a réservé un aller-retour. Du coup, vous voulez aller Dans l'espace-temps. Dans l'espace-temps, n'importe où dans l'histoire du cosmos, de l'humanité, à n'importe quelle échelle. Là, je reviens de Sicile, puisque j'ai tourné un petit documentaire sur Majorana. Vous pouvez aller plus loin. Non, j'irai en Sicile du temps d'Empédocle. Voilà, j'assisterai à la chute d'Empédocle dans le cratère de l'Etna et je verrai comment la sandale a fait pour rester au bord. Vous restez dans l'histoire humaine. Allez, on lance la pause. Alors, Étienne Klein, j'ai lu dans une interview que vous êtes fan des Rolling Stones, alors je vous propose d'écouter du rock'n'roll avec le très connu Amnesty Give Us Our Award des mémorables Diderot. Musique. C'est parfait. Ça se passe bien pour vous pour l'instant? Je vais vous chercher un petit verre d'eau. Vous pouvez retirer votre casque. Alors, juste, on a une autre séquence d'interview, ça sera pour plutôt parler des transmissions de connaissances scientifiques, comment est-ce que vous choisissez vos sujets, vos prochains livres, ce genre de choses. Sur le temps, on est bien, on va prendre la photo. Je prends la photo, s'il vous plaît. Alors, debout. Dans quel sens? Ça va? Les pieds en haut. Merci. Alors, une photo de groupe maintenant? On va bien un petit clin d'œil. On va lancer la... l'antenne dans combien de temps là? On va entendre là. Jingle. Alors, antenne dans 10 secondes et jingle. Antenne. Vous écoutez le Labo des Savoirs, presque en direct du théâtre de la Reine Blanche à Paris. Nous sommes en compagnie du physicien Étienne Klein, mais c'est au titre de ses activités
de diffuseur des savoirs scientifiques que nous l'interrogeons aujourd'hui. Alors, Étienne Klein, vous êtes connu du public pour vos nombreux ouvrages sur le temps, la matière, la physique quantique. À quel moment dans votre parcours de chercheur avez-vous choisi de rendre les équations de la physique plus accessibles au plus grand nombre? En fait, il n'y a pas eu un moment comme ça, j'avais 30 ans, je crois, c'est-à-dire que j'avais fréquenté... j'avais été influencé par les livres de Jean-Marc Leblond, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais aussi j'avais rencontré Bernard d'Espagna, à qui je rends hommage. Il est mort le 1er août de cet été, il avait 93 ans, et il avait écrit un livre que j'ai lu quand j'étais étudiant qui s'appelle « À la recherche du réel ». Avant qu'on fasse des expériences décisives sur la mécanique quantique, il avait anticipé que la physique quantique allait vraiment changer des choses fondamentalement sur la façon de comprendre, disons, le réel. Et ça m'avait complètement fasciné. Et ensuite, je me suis dit qu'au lieu d'écrire des discours de mariage, qui est une pratique que j'avais pas mal travaillé, parce que j'avais beaucoup de cousines qui se mariaient, je pourrais peut-être écrire des choses sur la physique. Le déclic s'est fait quand j'avais 30 ans. Maxime, on va poser une question plus directe là par contre. Alors, Étienne Klein, vous pensez qu'il y a moyen qu'on prenne votre place à France Culture? Ah oui, il y a un changement de directeur là, il y a tout à fait moyen que je me fasse virer. Nous sommes maintenant avec Pauline. Bonjour Pauline, tu es venue nous présenter l'émission de la semaine prochaine. Alors, dis-nous. Tout à fait. La semaine prochaine, le Labo des Savoirs sera en direct de la Cité des Congrès de Nantes, l'exacte place où se déroulera le plus grand congrès de planétologie d'Europe. À notre table, nous aurons l'immense honneur de recevoir Monsieur Jean-Pierre Bibring, c'est-à-dire l'un des papas de la mission Rosetta. C'est tout de même notable. Et en parallèle, nous vous proposerons une mise à l'échelle nantaise du système solaire. Une expérience non radiophonique, mais tout de même condensée, où vous serez amenés à fouler les pavés nantais avec des experts qui vous offriront leur savoir à propos des planètes et qui vous permettront d'avoir la tête dans les étoiles. Les semaines suivantes, nous aurons... Pardonnez-moi. J'ai pas vraiment envie de vous assommer en vous faisant une liste exhaustive de toutes les émissions à venir. Je me contenterai juste de dire qu'on est passionné, on aime ce qu'on fait, on a des idées, on est motivé, on aime ça quoi. Donc on a plein de productions, de thèmes et de formats différents. Donc que vous soyez tatoueur ou tatoué, arachnophobe ou bactériophile, vous serez vraiment les bienvenus à vous laisser happer par l'orbite de notre laboratoire et à trouver plus de précisions sur notre site labodessavoirs.fr. On lance le bel, on continue l'émission. Alors, merci beaucoup Pauline. N'hésitez pas à aller sur notre site, vous retrouverez toutes nos émissions en podcast. Merci Étienne Klein d'avoir participé à cette émission et si jamais vous avez des infos sur France Culture, le numéro. Alors, c'était une fausse émission avec une vraie partie de l'équipe du Labo des Savoirs pour vous présenter en quelques minutes les coulisses mimées de notre studio. On se retrouve en vrai sur les ondes et sur Internet quand vous voulez. Merci. Le Labo des Savoirs. Merci. Voilà. Étienne, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On vous retrouve tout à l'heure, vous pouvez reprendre place. On va maintenant passer, pendant que l'équipe du Labo des Savoirs à Nantes se rassoit, à la deuxième partie de cette soirée, avec le deuxième lauréat, ou devrais-je dire la deuxième équipe lauréate, l'Institut Le Mans Acoustique, qui rassemble les acteurs manceaux de la recherche, de la formation, de la valorisation et de la dissémination scientifique voilà, dans l'Université du Maine. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là! Christian Hérault! Asseyez-vous, Christian. Vous avez un petit micro. Voilà, pendant que l'équipe et les nombreuses s'installent derrière ces instruments, juste pour resituer votre initiative, enfin l'Institut Le Mans Acoustique de l'Université du Maine et Euphonius, qu'est-ce que c'est? Euphonius, c'est un quintet aujourd'hui qui existe depuis 1999, depuis le siècle dernier, c'est quand même assez vieux. Et les concerts scientifiques, ça existe depuis 2009, ça fait 6 ans qu'on fait ça. Concert scientifique?
Vous allez le présenter là, à l'instant, donc on ne va pas déplorer le sujet. Mais juste pour dire, vous présentez deux types de spectacles. Oui, on a un spectacle sur les qu'est-ce qu'un son, les caractéristiques d'un son, et un deuxième spectacle sur les instruments de musique, comment ça marche. Super. C'est un spectacle que l'on diffuse dans les lycées principalement et un petit peu auprès du grand public aussi. Et bien on vous écoute et on vous regarde surtout. Merci beaucoup Christophe Hérault. On va faire un petit peu de place. Voilà, ça s'applaudit. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, comme déjà annoncé, nous sommes le groupe Euphonius, composé de 3 musiciens professionnels et 2 enseignants-chercheurs. Et ce soir, nous allons vous présenter de façon extrêmement succincte un mélange des 2 spectacles que nous avons mis au point pour la diffusion scientifique et technique. Donc, nous allons en 15 minutes résumer ce que nous faisons en général en 2 fois 1h30. Et nous allons commencer par parler des instruments de musique. Je laisse pour ça la parole à Christophe. Merci Bruno. Alors, qu'est-ce qu'un instrument de musique? Pour nous, acousticiens, c'est un objet qui transforme de l'énergie mécanique apportée par le musicien en son. Et pour cela, il est constitué de 3 parties. Tout d'abord, le transmetteur qui va communiquer cette énergie à l'instrument. Ensuite, le résonateur qui est la partie de l'instrument qui va entrer en vibration, qui va produire le son. Et l'émetteur, enfin, qui va amplifier ce son et le projeter vers l'auditeur. Alors ce soir, on va s'intéresser uniquement au résonateur, on va se focaliser sur le résonateur. Et dans le cas des instruments de type violoncelle ou contrebasse, dites les cordes, la partie qui vibre, c'est la corde, c'est le résonateur. Dans le cas des instruments avant, comme la flûte à bec ou la flûte traversière, le résonateur est le tube, et c'est l'air à l'intérieur du tube qui va vibrer. Et enfin, dans le cas des percussions, le résonateur est essentiellement la pompe. Voilà, alors, maintenant, on peut se poser la question du lien qui existe entre le résonateur et les caractéristiques d'un son, que vous pouvez lire ici. On va s'intéresser en particulier à la hauteur, qui va donner la note jouée. Donc, quel lien existe-t-il entre le résonateur et la hauteur d'un son? Alors, pour illustrer cela, on va prendre un exemple de résonateur mécanique, la corde.
Eh bien, nous allons pour cela effectivement écouter d'abord le son d'une corde et on va passer dans le mode analyse sonore. Voilà. Donc je vous propose d'écouter le son de la contrebasse et d'observer la représentation de ce son. Monsieur Olivier. La captation est en temps réel, nous allons tenter de la recommencer. Voilà, c'est pas mal. Alors, on a entendu un son de contrebasse, pardon. On observe ici une représentation temporelle du signal, à savoir qu'on a l'axe des abscisses qui représente le temps, l'axe des ordonnées, une image de la pression acoustique. On remarque, ou en tout cas on essaie de le faire puisque c'est bruité, que le signal est périodique. On va imaginer que la période est le temps qui sépare ce point et ce point. Le signal étant périodique, on peut dire qu'il possède une certaine fréquence ou fréquence fondamentale. Qui dit fréquence dit notion de hauteur de perception d'une note. Alors pour comprendre un peu mieux la relation entre les paramètres physiques d'une corde et ce que l'on voit ici ou ce qu'on peut entendre, on propose en général une expérience que nous allons réaliser maintenant devant vous. Cette expérience met en jeu une corde et deux opérateurs. Les deux opérateurs vont tendre la corde avec une certaine tension. Voilà. L'un des deux opérateurs va appliquer une déformation locale sur cette corde. Et nous allons observer ce qui se passe lorsque on lâche cette perturbation. Eh bien, on voit clairement une perturbation voyager avec une certaine vitesse de propagation ou dite célérité. On remarque que le phénomène est périodique. Et ensuite, lorsqu'on prend le temps d'aller plus loin, eh bien, cette expérience nous permet de faire le lien entre les paramètres physiques de la corde et la fréquence fondamentale qui détermine la hauteur du son. Ça, c'est pour les oscillations libres. Maintenant, que se passe-t-il pour d'autres fréquences? Et on va observer ça en oscillation forcée. Alors, on va demander à un des deux opérateurs, cette fois-ci le même, de forcer le mouvement de la corde à une certaine fréquence pour chercher la fréquence de résonance, c'est-à-dire la fréquence pour laquelle la corde présentera un maximum d'amplitude au centre. C'est parti, on va regarder si on réussit à faire l'expérience. On va matérialiser maintenant l'expérience par une rythmique. Chaque note jouée correspondra à une période de la corde et chaque note jouée est considérée ici en musique comme une noire. On va laisser l'opérateur et les musiciens se synchroniser, puisque vous allez voir pour la suite, c'est un peu plus compliqué. Voilà, est-ce qu'on est bien synchronisé, messieurs? Ça roule. Eh bien, je crois que les musiciens maintenant vont pouvoir jouer des croches. On va jouer la fréquence double. Donc bien sûr, quand on joue la fréquence double, on va voir apparaître un changement de déformation. On a un maximum ici et un autre maximum ici, avec un minimum au centre. Revenons à la première fréquence pour stabiliser l'édifice. Maintenant encore plus fort, on va tenter d'aller plus vite et les musiciens vont jouer des triolets. L'opérateur va tenter de faire jouer la troisième fréquence, qui commence à être très bien, même si c'est un peu difficile. Vous remarquez un premier maximum, un deuxième maximum, un troisième maximum et deux minimums au centre. Revenons à la première fréquence. Voilà. Et nous allons tenter le grand saut dans le vide, à savoir, difficile aussi pour les musiciens un peu expérimentés, les doubles croches. Si tout se passe bien, on devrait avoir une quatrième fréquence de résonance avec 1, 2, 3 et 4 maximum. Merci beaucoup, messieurs. Bien, cette expérience, elle nous permet de revenir à la conclusion qui est sur l'autre écran, que nous allons découvrir dans un moment. Voilà. Eh bien, on montre simplement de cette façon que la corde possède un certain nombre de fréquences de résonance, ici illustrées, et que pour chacune de ces fréquences, on a une certaine déformation. Le couple fréquence-déformation est ce qu'on appelle le mode propre de vibration de la corde. La première des fréquences est ce que l'on appelle la fréquence fondamentale, qui va permettre d'enregistrer, de comprendre la hauteur de la note. Les autres fréquences, qui sont des multiples entiers que l'on appelle des harmoniques, vont déterminer en partie le timbre de l'instrument. Alors on peut, donc là on fait une analyse physique, mais on peut revenir à la musique. Et en musique, on parle aussi d'harmonique, ce qui a un sens un petit peu différent de ce qui se passe en physique. Et on va aujourd'hui écouter
les différentes fréquences qui sont indiquées ici, en tout cas les différentes notes correspondant aux différentes fréquences. Alors Olivier, peut-on écouter la fondamentale? Maintenant, si on passe à l'harmonique 2, l'octave, harmonique 3, la quinte, harmonique 4, harmonique 5, et on peut le laisser continuer comme ça. Et ainsi, quand on joue la contrebasse à l'archet ou que l'on pince l'accord, eh bien, on a un mélange de toutes ces fréquences, ce qui crée le son de l'instrument, et ainsi la musique. Ils ont beaucoup travaillé pour cela. Vous pouvez vous en rendre compte, mais pas assez, peut-être. Alors, comme vous venez de l'entendre et de le voir, on s'intéresse aussi aux résonateurs acoustiques que sont les tubes, car les instruments avant sont des tubes, alors de différentes formes, par exemple cylindriques, et ils sont soit ouverts des deux côtés, comme dans le cas de la flûte traversière, qui est ouverte au niveau de son embouchure, au niveau des doigts, ou à la sortie ici, ou alors fermé, ouvert, fermé d'un côté comme la clarinette, avec le bec et l'anche qui vient fermer le bec, et ensuite l'ouverture au niveau des trous latéraux ou du pavillon. Alors on explique tout ça, et ce qui est très important de voir, c'est qu'en fait les conditions aux extrémités de fermeture ou d'ouverture sont déterminantes pour la notion de fréquence fondamentale et d'harmonique. Alors on peut faire des expériences, c'est ce que l'on fait un petit peu bizarre, on parle de lutherie sauvage, c'est-à-dire qu'on va s'amuser à changer un petit peu ces conditions de lutte. Et par exemple, on va changer les embouchures de la clarinette et de la flûte, voilà. Et alors, ça va donner... alors, en haut, on va voir la clariflûte, voilà, clariflûte, et on va voir la flurinette. Alors, on n'a pas fait les explications ce soir, mais peut-être que vous devinez comment ça va sonner, je ne sais pas. En tout cas, on va commencer par écouter la flurinette dans un premier temps. Alors, au départ, il faut d'abord avoir la même longueur de tube, pour avoir la même note, pour pouvoir les comparer, la même fréquence fondamentale. Donc on prend les petits tuyaux et on écoute la flurinette. Et la clariflûte. C'est très joli. Alors on va s'intéresser maintenant aux caractéristiques des sons qui sont produits par ces instruments. Alors par exemple, si la clariflûte joue piano, donc on va changer de présentation. Samy, on va passer dans le mode intensité sonore, si tu veux bien. Il faut que tu switches. Voilà, petit changement de plateau, voici. Alors quand l'instrument joue piano, la variation de pression autour de la pression atmosphérique qui est générée par ce son est très faible. Alors une pression acoustique, cette variation de pression, on l'appelle pression acoustique, qui est très faible. Et le niveau sonore correspondant est aussi très faible. Et quand l'instrument joue fort, eh bien la variation de pression augmente
Et le niveau sonore augmente également. Merci Jean-Marc. Alors on va faire quelques mesures aujourd'hui de niveau sonore pour illustrer cette échelle des niveaux sonores, grâce à notre technicien du jour et son instrument de mesure qui est un sonomètre. Et on se propose de faire quelques mesures de niveau sonore. On va commencer par le bruit de fond dans la salle, qui est le niveau sonore lorsqu'il n'y a pas de source sonore a priori. Quelques petits réglages, n'est-ce pas? Voilà. Verdict. Malgré la présence de cet objet au-dessus de ma tête, j'ai 43 décibels. 43 décibels, donc vous voyez environ 40 décibels, c'est typiquement le niveau sonore que l'on a dans une chambre à coucher lorsque l'on dort paisiblement. Bien évidemment. Alors, si on s'intéresse à des sons un petit peu plus forts, avec cette fois-ci un instrument de musique, la batterie, qu'est-ce que ça donne dans la salle? On va aller dans la salle, Bruno, si tu veux bien. On va dire à vos oreilles. C'est parti. Fabien. Environ 80 décibels, nous respectons donc la réglementation, c'est parfait. Merci Bruno, effectivement, 80 décibels. On est en dessous des 85 décibels qui sont le seuil du risque, le moment à partir duquel vos oreilles se fatiguent. Et si on regarde justement ce qui se passe aux oreilles du batteur, qui est celui qui subit les niveaux sans doute les plus élevés, qu'est-ce que ça donne? 92, ça va, ce n'est pas si élevé que ça. On n'est pas très loin des 100 décibels que l'on mesure typiquement en concert de rock par exemple. Alors tout ceci nous amène à parler de prévention et à présenter un outil de prévention. C'est une tête artificielle que voici à votre droite, Bruno. Donc en fait, cela permet aux élèves de venir poser leurs écouteurs au lieu du casque anti-bruit pour tester leur niveau d'écoute. Et donc ils voient s'ils écoutent la musique à un niveau raisonnable ou pas. Voilà pour ces quelques extraits de concerts scientifiques. Merci pour votre attention. On va terminer par un dernier extrait musical qui s'appelle Compote au fumin. Ils sont vraiment géniaux, je ne sais pas comment vous les avez trouvés, mais c'est extraordinaire. Votre prénom, votre nom, tout simplement, qu'on retienne. Olivier Bach à la contrebasse. Fabien Hecker en percussion. Nicolas Angel, saxophone, Jean-Marc Vermont, saxophone, flûte, etc. Et Christophe Perrault. Bravo. Merci pour cette présentation, j'ai appris plein de choses. Je vous propose maintenant qu'on passe à la troisième partie de cette soirée
avec le 3e lauréat, parce que c'est une personnalité, vous le savez. Le prix Diderot, Curien, a été remis cette année, en juin, à un professeur très connu, professeur émérite de l'Université de Nice, après avoir été chargé de recherche au CNRS, maître de conférence à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, professeur à Paris Diderot et à Nice. Il a enseigné dans les départements là-bas de physique, de philo et de communication, philosophie et de communication. Il a été aussi directeur de programme au Collège international de philosophie. Cette année, le prix Diderot-Curien a été remis, mesdames, messieurs, à Jean-Marc Lévy-Leblanc. Voilà. C'est mis loin, du coup, il va falloir traverser. On va le recevoir. Oh là là! Et en plus, c'est un sportif. Allez-y, asseyez-vous. Ça va, Jean-Marc? Merci d'être venu. Voilà, prenez un petit micro. On va faire ce qu'on appelle l'interview vérité. C'est-à-dire que... Il y a des interviews qui ne sont pas vérités. Il y a des interviews qui sont... Politique. L'interview politique, me dit un Nantais. C'est Maxime, c'est ça? Oui. Voilà, Maxime. Tu es fiché. Vous saviez que vous aviez une page Wikipédia à votre nom? Oui. Vous avez remercié votre éditeur? Non. Non, c'est pas vous qui l'avez fait. Oh, pardon. Je l'ai corrigé. En 19... Ah, donc vous êtes peut-être un peu conscient. En 58, entrée à l'ENS. Quel souvenir marquant? Non, écoutez, l'ENS, il y a prescription. Il y a prescription? Oui. Bon, mais si vous voulez un souvenir, je peux vous en donner un, mais qui date d'avant, de ma classe préparatoire. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs de l'enseignement des sciences que j'ai reçu. C'est un jour où nous avions un problème de physique à résoudre, et ma foi, je n'étais pas mauvais élève, donc je fais mon problème. Je suis assez satisfait du résultat, je le rends, le prof les corrige, et revient 15 jours après avec les notes. Il rend les copies dans l'ordre descendant des notes, je m'attends à être quand même dans les bonnes notes au début. Mon nom n'apparaît pas, il n'apparaît pas, il n'apparaît pas, il descend, il descend. Et tout à la fin, il me rend ma copie avec un magnifique 0. C'est pas mal. Or, il me semblait que j'avais tout compris. Mais, ce que j'avais pas compris, c'est que c'était un devoir de physique et pas un devoir de calcul. Autrement dit, j'avais fait toutes les applications numériques, pris par le vertige calculatoire, avec un nombre de décimales absolument outrageux, qui ne correspondait pas du tout à la précision des données de l'expérience. Et donc, mon problème était faux, parce que je donnais des résultats qui n'étaient pas fiables. J'ai une reconnaissance infinie pour la plus mauvaise note que j'ai jamais eue, parce que c'est ce jour-là que j'ai eu l'impression que je devenais vraiment physicien. Alors, vous avez fait un peu de politique. En tout cas, vous étiez, dans votre jeunesse, je ne sais pas ce qu'il y en a aujourd'hui, mais vous étiez plutôt colleur d'affiches ou plutôt préparateur de discours? Écoutez, ni l'un ni l'autre, j'étais, et je suis toujours, quelqu'un qui est motivé par la politique, et donc j'en parle avec qui veut bien en parler avec moi. À qui est-ce que vous devez votre goût pour les mathématiques et puis ensuite pour la physique? À ce professeur dont on parlait à l'instant? Oh, non, parce que c'était avant ça, mais en vérité, je n'avais pas, et d'ailleurs je crois que je n'ai toujours pas, un goût particulier pour les mathématiques et la physique, parce que non, tout m'intéressait et tout m'intéresse toujours, donc j'ai du goût pour tout, dont les mathématiques et la physique. Simplement, il se trouve qu'à un moment donné où il faut choisir, savoir, j'ai trouvé que c'était plus facile de faire de la physique que de la philosophie, plus facile que de faire de la littérature. Qu'en pensez-vous? Et donc c'est par facilité que j'ai choisi. D'accord, bah écoutez, j'aimerais avoir eu vos facilités. Essayiste et critique de sciences. C'est comme ça qu'on vous présente souvent, vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui est alors... Merci, j'adore la réponse courte. C'est un bonheur. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre engagement dans la médiation scientifique? Et là encore, je crois que j'ai du mal à répondre à cette question telle qu'elle est posée, parce que... C'est pas une rencontre, c'est pas un... Non, parce que, en fait, ce qui m'a toujours intéressé dans la science, c'est pas seulement d'apprendre, c'est aussi de transmettre. Et dès que j'en ai eu la possibilité, c'est-à-dire avant même de devenir chercheur, quand j'étais encore en thèse de doctorat, j'ai éprouvé le plaisir, le goût d'écrire des articles de vulgarisation. Et pour moi, faire de la science, c'est pas seulement faire de la recherche, ça a toujours été
faire de l'enseignement, de la transmission, je préfère la médiation. Pourquoi? Et donc, ça rend mieux compte d'un... Mais oui, parce que médiation, on est pris aujourd'hui dans la notion de média, donc de forme. J'aime mieux le mot transmission parce qu'il reflète plus un peu ce que disait Étienne, à très juste titre tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité d'un rapport très proche, sinon individuel, du moins charnel quasiment, entre le détenteur du savoir, incarné entre celui qui sait ou qui croit savoir et celui qui ne sait pas ou qui croit ne pas savoir. Est-ce qu'on peut faire la critique de la science, Jean-Marc Lévy-Leblond, telle qu'elle est enseignée, pratiquée, sans parfois se fâcher avec des scientifiques? Non, mais de toute façon, on ne peut pas faire de la science sans se fâcher avec des scientifiques de toute façon. Dans tout métier, on se fâche avec les collègues. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les scientifiques? Peut-être le fait qu'ils se satisfont trop vite précisément d'activités séparées, l'enseignement d'un côté, la recherche de l'autre. Quand je dis la recherche, c'est souvent la recherche de crédit d'ailleurs. Et donc, ce qui m'agace, c'est peut-être pas le mot, mais ce qui me désole un petit peu, c'est l'absence de goût pour une activité beaucoup plus générale qui mêle à la fois production de savoir, transmission de savoir, etc. Quoique j'en comprenne bien aujourd'hui les raisons, parce que les conditions de travail des chercheurs et des jeunes chercheurs ne sont pas telles qu'il soit facile de faire tout ça. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les communicants et les médiateurs de sciences? Oui, on va peut-être se fâcher ce soir, mais bon, en bonne cause. Peut-être qu'ils n'écoutent pas assez ceux à qui ils communiquent. Voilà. Eh bien, bonne soirée. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les journalistes scientifiques? Bonne réponse, d'une certaine façon, c'est pareil. D'accord, ok, je me rapproche, ça va. Qu'est-ce qui vous a... Donc c'est fini. Sur la question des énervements, on va parler un petit peu de... J'ai un problème avec ma chaise. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Le scientisme ou le relativisme? Ne répondez pas les deux, allez, s'il vous plaît. Je crois que ce ne sont pas deux choses séparées. Je crois que l'un et l'autre sont les deux faces d'une même incompréhension. C'est une métaphore banale. Mais l'un nourrit l'autre et réciproquement. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui placent la science trop haut, il y en aura nécessairement qui ne les suivront pas et qui la déprécieront trop. Et donc il me semble qu'on ne peut pas lutter contre l'un sans lutter en même temps contre l'autre. Mettre la science en culture, c'est un terme que vous connaissez, je crois. Cette exigence formulée en 86 dans le livre éponyme, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Jean-Marc Lévy-Leblond, qu'elle a été entendue? Est-ce que vous la voyez mise en œuvre? Oui, de toute façon, la formule reflétait ce que beaucoup d'autres avaient fait depuis très longtemps. Nous parlions de Diderot. Diderot, c'est Diderot et d'Alembert, c'est l'encyclopédie, qui est un magnifique exemple de science mise en culture, pas seulement de science d'ailleurs, mais de mise en culture générale. Donc la pratique de la transmission des savoirs n'a de sens et de portée que si elle dépasse la simple pédagogie, le simple didactisme, pour rejoindre la culture. La question, c'est que ça n'est pas si facile à faire dans les conditions actuelles, pour des raisons qui tiennent à la fois à l'organisation des professions scientifiques et à la difficulté même des connaissances scientifiques. Vous avez donné combien de conférences sur le thème? Oh, je ne sais pas, mais je ne traite pas tellement le thème en tant que tel. Ça m'intéresse moins de faire des discours abstraits et généraux sur cette question que de prendre des exemples et de faire une conférence, je ne sais pas moi, sur l'arc-en-ciel, où grâce au travail de Bernard Mette en particulier, on est capable à la fois de parler de ce que la science sait sur l'arc-en-ciel et en même temps de montrer des images d'arc-en-ciel faites par des campagnes. Vous avez fondé la revue Alliage. De quel numéro est-ce que vous êtes le plus fier? Du prochain. Messieurs, Jean-Marc Lévy-Leblond, on applaudit, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est vrai, il paraît qu'à vos heures perdues, vous écrivez des comptines. J'ai pas d'heures perdues, j'écris des comptines quand ça me vient, mais heureusement... Et là, vous pourriez nous en dire une, là? Écoutez, volontiers. Tout ça est totalement improvisé, naturellement. Mais, bien sûr, comme vous le voyez, je ne les connais pas par cœur, alors il faut que je les lise. Alors, vous avez choisi laquelle? Je vais choisir un petit ensemble de petites comptines qui sont des complaintes. Avant d'en dire une,
vous pouvez nous expliquer le principe? Qu'est-ce qui vous a un jour donné envie de rédiger ces petits bouts de texte? Ah, mais ça parce que j'adore les comptines. Pendant l'enfance de mes filles, je leur ai appris la souris verte qui courait dans l'herbe et plein de choses. Je trouve que c'est une forme littéraire tout à fait remarquable parce qu'elle a la vertu de la brièveté, de la compréhensibilité et en particulier de l'accès par les enfants. Je trouve que c'est génial. Allons-y. Alors, complaintes, il y en a 4 qui se suivent, ils sont très brèves, comme vous allez voir. Commençons par la complainte des profanes. 1, 2, 3, nous perdons la foi. 4, 5, 6, dans une science en crise. 7, 8, 9, nous voulons du 9. 10, 11, 12, où nous verrons rouge. Vous voyez la variation sur un thème très classique. La complainte des médias. 1, 2, 3, nous aimons qu'on croit. 4, 5, 6, dans une science promise. 7, 8, 9, donnez-nous du 9. 10, 11, 12, il faut que ça bouge. Ils ne sont pas du tout visés. La complainte des marchands. 1, 2, 3, nous voulons les droits. 4, 5, 6, sur une science soumise. 7, 8, 9, il nous faut du 9. 10, 11, 12, pour nos affaires louches. Et enfin, la complainte des chercheurs, évidemment. 1, 2, 3, nous cherchons les lois. 4, 5, 6, d'une science précise. 7, 8, 9, vous voulez du 9? 10, 11, 12, donnez-nous du flouze. Toujours sur le thème des rapports entre art et science, on peut diffuser, je vais vous montrer un extrait d'un sketch d'Alexandre Astier sur la physique quantique. On se le regarde ensemble, 2 minutes, et puis ensuite on revient dessus. Est-ce qu'on peut le diffuser, Paul, s'il vous plaît? Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Ah là là, quelle chance. Quelle chance pour la science ce soir de se voir ouvrir les portes d'une salle si prestigieuse. Merci. Merci infiniment. Physique quantique, un bilan mitigé. Alors en effet, la conférence de ce soir va tenter de formuler une synthèse définitive de l'héritage que nous a laissé cette bien ambitieuse théorie quantique. A-t-elle réellement réussi à déchiffrer l'infiniment petit? Nous a-t-elle donné les clés de l'énigme atomique? Physique quantique, révolution ou mascarade? Physique quantique, un bilan mitigé. Alors, en 2 mots, un bref rappel historique. À la fin du XIXe siècle, la nécessité de la théorie quantique naît de l'incapacité admise de la physique dite classique à déchiffrer l'infiniment petit, à l'aide en tout cas des outils conférés par l'étude macroscopique. Alors c'est alors effectivement que l'observation de l'infiniment petit confirme son imperméabilité, notamment effectivement aux théories de l'électromagnétique, effectivement les modèles de Maxwell, etc. Et c'est alors que Planck, pour la première fois, émet l'hypothèse de la discontinuité des échanges d'énergie, d'émission et d'absorption et de leur caractère proportionnel aux fréquences des énergies. Alors, vous avez ici la formulation DE égale NHV où DE, les échanges d'énergie, d'émission, d'absorption, N, un entier, H, le fameux quantum d'action, on y reviendra, et V, la fréquence de la lumière. Voilà, pardon 1000 fois de revenir sur des notions un petit peu élémentaires. Ça me semblait quand même intéressant effectivement de rappeler quelques notions de base, notamment pour la suite de l'exposé, qui est, vous vous en doutez, nettement plus complexe. Alors, voilà, c'est Alexandre Astier dans un spectacle qu'il a donné il n'y a pas si longtemps que ça. Quand vous voyez un humoriste comme ça oser finalement, et le public rit, mais il rit parfois jaune, ne comprend pas tellement ce qui se passe, il a eu le courage finalement d'oser ça sur scène. Quand vous voyez ça, vous en pensez quoi? Pas du bien. Pas beaucoup de bien pour être honnête, parce que c'est très facile de faire rire à propos de ce qu'on ne comprend pas. Et ce que Astier lui-même ne comprend pas, d'ailleurs la formule, il indique V comme
dit V alors que c'est un nul à fréquence, donc il ne sait vraiment même pas de quoi il parle. C'est pas très grave en soi. Il va sortir de la salle. Hein. Non, mais comme numéro musical, soit. Ouais. Il y en a des bien pires. On ne peut pas rire de la science. Hein. Mais bien sûr qu'on peut rire de la science. Avec la science. Mais c'est beaucoup plus intéressant de rire d'une science qu'on comprend que d'une science qu'on ne comprend pas. Hein. Et je pense qu'on peut, n'est-ce pas Étienne, on devrait essayer de faire ça un jour. On peut faire une vraie conférence sur la physique quantique en faisant rire aussi, mais en faisant rire de ce qu'on comprend. Donc je crois qu'on, non seulement on peut, mais on doit rire à la fois avec et de la science. Et il y a d'ailleurs pas mal d'exemples qui, à mon avis, seraient plus pertinents que celui-là. L'année dernière, vous avez publié au Seuil La science expliquée à mes enfants, mes petits-enfants. Mes enfants, c'est un peu tard. Voilà. Est-ce que vous avez suscité des vocations chez eux? Ça, je n'en sais absolument rien. D'abord, on ne le saura que plus tard. Je crois que je ne serai plus là pour le savoir. Je ne peux que l'espérer. Qu'est-ce qui fait défaut dans l'enseignement des sciences aux enfants qui, parfois, les décourage ou peut les éloigner des carrières scientifiques? À mon avis, deux choses qui vont de pair. D'une part, et ça revient à ce que nous disions sur le rire, d'une certaine façon, d'une part, le plaisir, et d'autre part, et ça va, à mon avis, ensemble, le sentiment de la difficulté. On ne leur dit pas assez que c'est difficile et que c'est intéressant et plaisant parce que c'est difficile. Je suis très frappé de la différence qu'il y a entre l'enseignement des sciences et, par exemple, la pratique du sport. Quand on fait faire du sport aux gamins, personne ne leur laisse croire qu'ils vont tout de suite courir le 100 mètres comme Usain Bolt ou marquer des buts comme... je ne sais pas mon foot, oui, Messi, Ibrahimovic, etc. Mais ils peuvent, à leur niveau, accéder à un certain nombre de choses. Par exemple, le fameux théorème de Thalès qui fait tant de problèmes aux gamins en 5e. Il ne faut pas leur dire que c'est facile, il faut leur dire le contraire. Il faut leur dire qu'il y a un peu plus de 2000 ans, c'était un des plus grands génies de l'humanité qui s'est attaqué à ça. Et que maintenant, 2000 ans après, un gamin de 12 ans peut avoir accès à ce qui a un jour été un chef-d'œuvre de l'esprit humain. Donc c'est difficile, et c'est parce que cette difficulté peut être vaincue que c'est intéressant et gratifiant. Pour finir, Jean-Marc Lévy-Leblanc, merci beaucoup pour cette interview. Après une carrière si riche, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour les prochaines années? D'écrire d'autres comptines? D'abord, je n'aime pas trop le mot de carrière, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait ou eu une carrière. C'était pas péjoratif. Non, j'entends bien, mais c'est un mot que je ne m'y retrouve pas, disons. Ce qu'on va me souhaiter, c'est de continuer à faire ce que je fais. Mesdames, Messieurs, Jean-Marc Lévy-Leblanc. Voilà. Ainsi s'achève cette soirée. Restez avec nous, restez avec nous. Je demandais à l'ensemble des lauréats de cette édition 2015 de venir sur scène, pendant que je remercie les partenaires. Ils sont nombreux, ils sont tous essentiels au dispositif. Parce que les prix Diderot sont portés par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et plus particulièrement le secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ce sont des prix qui sont soutenus, on l'a dit, on le répète, et accompagnés depuis le début par le Muséum d'histoire naturelle représenté par Pierre Pellicot, le Musée des arts et métiers représenté ce soir par Juliette Raoul-Duval, et Univers Sciences, bien sûr, qu'on a cité à plusieurs reprises. Venez. Il y a plein de place, regardez finalement, si on se pousse un petit peu. Donc représenté par son président qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Merci beaucoup Bruno Macquart. Remerciement tout particulier au Théâtre de la Reine Blanche qui nous accueille ce soir, à sa directrice Elisabeth Bouchot et à ses équipes qui s'engagent fortement pour donner aux sciences et aux scientifiques une scène et un lieu d'expression. Cassez pas le matériel. Merci pour finir également à l'agence Basel d'Architecture qui accompagne cette cérémonie, représentée par Olivier Landrin. Basel d'Architecture a réhabilité la Maison des Lumières à Langres, ville natale de Diderot, mais aussi est en cours de réhabilitation, entre autres, du Muséum de Bordeaux. Donc merci à l'ensemble des organisateurs et partenaires. On se retrouve l'année prochaine pour une édition 2016 des prix Diderot. On peut maintenant les applaudir et prendre toutes les photos que vous voulez. Merci à tous et à tous.